Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler de ce thème. Est-ce que l'enregistrement est une science? Alors, cette question m'a été posée par Jean-Pierre Liégeois, jeune internaute du Var. Et donc, je vais tenter d'y répondre. En attendant, abonnez-vous, merci de me soutenir. On va faire vite, je suis pressé. Je vous embrasse, bon visionnage, ciao. Ok, donc Jean-Pierre, l'enregistrement est-il une science? Alors, on a coutume de parler d'ingénieurs du son, voilà, donc des ingénieurs du son, il y en a partout. Je rappelle juste que le terme ingénieur, je vais regarder mes notes, l'ingénieur du son est une personne qui a reçu une formation scientifique et technique, le rendant apte à diriger certains travaux, à participer à une application de la science. Alors, si on remonte dans le temps, si on regarde un peu dans les années 60, notamment je pense à Abbey Road en Angleterre, les fameux studios mythiques où les Beatles ont enregistré leurs albums, vous avez des photos qui circulent sur le net, donc j'en ai retrouvé une, où en effet les ingénieurs du son à l'époque étaient des gens très sérieux, avec des blouses blanches, impeccables, la crafteuse, et faisaient donc un travail très scientifique autour du son. Les années 60 et les années 70 ont vu arriver beaucoup d'autres personnages, on va dire, et au final, la blouse blanche a été un peu délaissée pour les chemises à fleurs et les bédos. Voilà, donc on est passé, là je schématise, mais on est vraiment passé d'un côté très académique, très scientifique pour le coup, à un côté plus rock'n'roll et à un côté plus artistique, on va dire. Donc on a gardé le terme ingénieur du son dans le langage courant des musiciens. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent d'écoles de son, donc on peut peut-être les considérer comme des ingénieurs puisqu'ils ont fait des études poussées. Voilà, donc ils ont autant droit au terme d'ingénieur que certains autres ingénieurs que je connais. Mais le terme vraiment ingénieur du son, pour moi, est quelque chose de pas très juste, puisque je considère pas ce travail, ces techniques, comme une science exacte. Voilà, donc si c'était une science exacte, si on était vraiment dans un monde, dans un milieu entièrement cartésien, eh bien là, on pourrait peut-être parler de science. Mais on a remarqué, si vous regardez sur Internet, le nombre de techniques ce soir, je parle vraiment de partie de l'enregistrement, mais c'est valable pour le mix, c'est valable pour le mastering, c'est valable pour tous les métiers autour du son. On se rend compte qu'en fait sur internet vous allez trouver des informations complètement contradictoires. Certains vont vous dire qu'il faut enregistrer à tel volume, d'autres vont vous dire non. J'ai donc travaillé une fois avec Andrew Scheps, je lui ai posé la question, mais à quel volume tu enregistres tes pistes, ou comment tu mixes dans Pro Tools, est-ce que tu regardes les volumes? Il m'a dit je regarde pas, je m'en fous quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment c'était une science exacte, il y aurait des théorèmes exacts et tout le monde appliquerait ces mêmes théorèmes, et au final la musique peut-être sonnerait tout le temps de la même manière. On se rend compte que dans les années 60, début des années 70, notamment je pense à un ingénieur du son qui s'appelle Glyn Johns, qui a enregistré notamment Led Zepp, les fameux albums de Led Zepp, et donc il enregistrait la batterie de John Bonham avec 4 micros, donc c'est vraiment la technique qu'on appelle Glyn Johns, où il a fait un son massif de batterie avec juste 4 micros. C'est quelque chose, et en plus les micros sont placés vraiment d'une manière, on va dire, peu classique, un peu orthodoxe, donc vraiment, il a amené, je dirais, un savoir-faire dans
dans sa prise de son qui n'est pas forcément quelque chose de très conventionnel ni de très classique. En autre exemple, je pense à Dave Jordan, qui a enregistré notamment l'album Dirt de Alice in Chains, où cet album-là avait été reconnu à l'époque pour avoir vraiment des sons de guitare assez massifs, et il a enregistré les guitares sur... il a branché les têtes d'ampli sur un baffle 1.12, et en fait il a mis un micro 1.57 devant, et comme c'était des pans ouverts derrière, un micro derrière, et en fait il a fait une technique comme ça, un petit peu, en prenant un micro devant, un micro derrière, et en inversant la phase, et ça a donné vraiment ce son très spécifique qui est pas... Alors maintenant c'est devenu peut-être une référence, peut-être que des ingénieurs du son l'utilisent. Moi je sais que j'en vois peu qui utilisent cette technique, mais voilà, c'est quelque chose de pas conventionnel et qui marche. Idem pour le mix. Je prends exemple de Chris Loredge, qui a une phrase que j'aime beaucoup, quand il, par exemple sur une batterie, sur des overheads, il va mettre plus 15 dB à 10 ou 12 kg, et qui vous dit, mais nobody's gonna die, personne ne va mourir, pourquoi je m'empêcherais de mettre 15 dB à cet endroit-là, parce que j'estime qu'il le faut. Et c'est là où on se rend compte que, pour moi, on est plus dans le savoir-faire que dans une science. C'est que vous avez des pratiques, vous avez des maîtres qui ont développé leur propre technique par rapport à des choses qu'ils avaient eux envie d'entendre. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est que quand vous étudiez bien les références en termes d'ingénieur du son dans ce métier-là, en termes de producteur, je préfère le mot producteur au final, bah vous vous rendez compte qu'ils ont des techniques qui sont ce qu'on appelle des tricks, qui sont vraiment propres à eux et qu'on ne retrouve nulle part, et que si vous regardez un petit peu les enseignements sur ces sujets-là, et ben vous ne les trouvez pas. Voilà. Parce que mettre 15 dB à 8 ou 10 kg, c'est quelque chose d'impensable, mais vous avez un mec comme Chris Loredge qui a mixé des albums mais fantastiques, et en fait voilà pourquoi il a ce son, voilà pourquoi il a cette patte, parce que il est capable de faire des traitements en étant vraiment très en exagérant vraiment les traitements pour vraiment aller capter un son, quelque chose d'original. Donc en fait je trouve que plus qu'une science, c'est de l'artisanat. Voilà, j'en parlais hier avec un Guitar Tech, que vous allez probablement voir bientôt en interview dans Bibi Blabla, où il regardait ma carte et il disait « Ah, j'ai marqué sur ma carte visite artisan en son et musique ». Parce que, voilà, moi personnellement, j'ai pas fait d'études. Enfin, j'ai fait des études, mais pas dans le son. J'ai appris seul, en apprenant sur internet, en faisant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, en faisant beaucoup de merde, voilà, en faisant des choses qui ne sonnaient pas, mais en reprenant à chaque fois mon travail et en recommençant, et en apprenant comme ça de Chris Loredge, d'Andrew Scheps, de plein d'autres, puisque bon voilà, je me suis inscrit à des cours par correspondance, et donc c'est pour moi plus qu'une science qu'on peut apprendre dans un livre, c'est un travail qu'on va appliquer, c'est des choses qu'on va poursuivre, un peu comme un musicien, vous avez les gammes, et si vous faites des gammes, et ben vous jouez des gammes. Et il y a plein de musiciens, vous pouvez voir, qui sont impressionnants, qui tapent vraiment bien sur leur petite machine, comme ça, qui font beaucoup de gammes, mais il y a les gammes, donc la technique, et il y a la musique. Et en fait, dans le son, ma conclusion, donc pour Jean-Pierre Liégeois, jeune internaute du Var, c'est de dire que dans le son, c'est un peu comme dans la musique. Vous pouvez être Kurt Cobain avec, entre guillemets, une technique assez rudimentaire et écrire des chansons magnifiques. Et dans le son, vous pouvez faire des choses très très simples avec un SM57. J'ai fait des prises de guitare acoustique avec juste un SM57.
Alors, chance de débutant, j'ai dû le placer mais pile au bon endroit. J'ai joué et en fait, le son de la guitare acoustique était juste fantastique, même si je me souviens, c'était une guitare acoustique qui était un peu cheap. Il s'est passé un truc de fantastique. En fait, les techniques de son, l'enregistrement, le mix, le mastering, pour moi, je considère ça comme de l'art. Donc, il y a une partie technique, mais il y a surtout une partie artistique. C'est-à-dire que quand vous mixez, quand vous enregistrez, vous êtes artiste. C'est-à-dire que vous imprégnez la musique, même si ce n'est pas la vôtre, de votre patte. C'est-à-dire que vous allez donner une couleur à l'enregistrement, vous allez donner une couleur au mix, vous allez donner une couleur au mastering. Je prends l'exemple de cette plateforme qui s'appelle London, où en gros vous envoyez votre titre, il vous fait le master en automatique. Ce sont des algorithmes. J'ai déjà fait des essais. Ok, techniquement, ouais, bon, voilà, il va vous remettre ça dans des cases, dans des volumes, il va corriger 2-3 trucs. Mais c'est pas ce que j'appelle un mastering, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oreille derrière, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de décision humaine. Et donc, tous ces métiers-là sont vraiment des métiers artistiques, donc des métiers que j'estime des métiers d'artisan, des métiers d'artisanat au sens noble du terme. Donc en conclusion, je dirais que l'art laisse la place aux débutants et la science pas. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une guitare, même si vous n'êtes pas un virtuose, vous pouvez prendre un micro sur votre carte son, brancher un micro sur une carte son, vous pouvez vous enregistrer, même avec votre téléphone portable, et vous pouvez faire quelque chose de fantastique. Dès l'instant où vous êtes dans l'action, vous allez pouvoir faire des choses, vous allez pouvoir créer. Les gens, je le répète, à chaque fois, les gens n'écoutent pas des préamplis. Les gens n'écoutent pas des studios d'enregistrement. Les gens écoutent de la musique. Un mauvais enregistrement n'a jamais tué une bonne chanson. Une belle production n'a jamais rendu une mauvaise chanson un hit. C'est faux, c'est archi faux. Toutes les chansons qui ont marché, qui sont des hits, sont soit des bonnes chansons, soit des chansons qui ont été vraiment calibrées pour. Mais une mauvaise production n'a jamais empêché une bonne chanson d'être un succès. Donc ma conclusion, cher Jean-Pierre Liégeois, fonce, fais tes gammes, fais des enregistrements, tu vas faire de la merde comme tout le monde, tu vas faire des belles choses, tu vas te poser des questions, tu vas comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, et donc il y a un moment, tu arriveras à, si ton objectif est de devenir un ingénieur du son ou artisan du son, et il va falloir passer beaucoup de temps pour vraiment te construire des techniques propres à toi, comme un musicien se construit ses gammes, ses arpèges et ces choses-là. Et donc, ma conclusion est que avancez, enregistrez-vous. Il y a quelques petites techniques à savoir pour vraiment faire des choses bien. Après, vous allez apprendre, vous allez essayer, et si ça plaît à vos oreilles, peu importe comment vous l'ayez enregistré, c'est le principal, c'est ce que j'enseigne dans mes formations production de projets musicaux, c'est que je donne des bases de techniques, je montre des exemples comment on peut enregistrer des guitares acoustiques, des guitares électriques, tout ça, mais sincèrement, c'est vos oreilles qui comptent. Si vous faites votre musique, si vous avez envie de vous enregistrer, vous allez devoir vous impliquer, vous projeter, et donc trouver des solutions, des techniques qui ne seront pas dans les manuels, mais sincèrement, on s'en fout. Faites de la musique, enregistrez-la, et faites-la nous écouter. Merci de vous abonner, merci de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez, vous, de tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao!